fâcheuse nouvelle pour un cœur amoureux. Dures extrémités où je me vois réduit. Tu viens, Sylvestre, d'apprendre au port que mon père revient? Oui. Qu'il arrive ce matin même? Ce matin même. Et qu'il revient dans la résolution de me marier? Oui. Avec une fille du seigneur Géronte? Du seigneur Géronte. Et que cette fille est mandée de Tarente ici pour cela? Oui. Et tu tiens ces nouvelles de mon oncle? De votre oncle. À qui mon père les a mandées par une lettre? Par une lettre. Et cet oncle, dis-tu, c'est toutes nos affaires? Toutes nos affaires. Ah, mais parle si tu veux! Et ne te fais point de la sorte arracher les mots de la bouche! Mais qu'ai-je à parler davantage? Vous n'oubliez aucune circonstance et vous dites les choses tout justement comme elles sont. Conseille-moi, du moins, et me dis ce que je dois faire dans ces cruelles conjonctures! Ma foi, je m'y trouve autant embarrassé que vous. Et j'aurais bon besoin que le me conseillât moi-même. Je suis assassiné par ce maudit retour. Je ne le suis pas moins. Lorsque mon père apprendra les choses, je vais voir fondre sur moi un orage soudain d'impétueuses réprimandes. Les réprimandes ne sont rien. Et plutôt ciel que j'en fusse quitte à ce prix. Mais j'ai bien la mine pour moi de payer plus cher vos folies. Et je vois se former au loin un nuage de coups de bâton qui crèvera sur mes épaules. Ciel, par où sortir de l'embarras où je me trouve? Mais c'est à quoi vous deviez songer avant que de vous y jeter. Tu me fais mourir par tes leçons hors de saison. Vous me faites bien plus mourir par vos actions étourdies. Que dois-je faire? Quelle résolution prendre? À quel remède recourir? Yes! Seigneur Octave! Qu'avez-vous? Qu'y a-t-il? Quel désordre est-ce là? Je vous vois tout troublé. Mon pauvre Scapin, je suis perdu. Je suis désespéré. Je suis le plus infortuné de tous les hommes. Mais comment? N'as-tu rien appris de ce qui me regarde? Non. Mon père revient avec le seigneur Géronte et ils me veulent marier! Eh bien, qu'y a-t-il là de si funeste? Hélas, tu ne sais pas la cause de mon inquiétude. Non, mais il ne tiendra qu'à vous que je le sache bientôt. Et je suis homme consolatif, homme à m'intéresser aux affaires des jeunes gens. Ah, Scapin, si tu pouvais trouver quelque invention, forger quelques machines pour me tirer de la peine où je suis, je croirais être redevable de plus que de la vie. À vous dire la vérité, il y a peu de choses qui me soient impossibles quand je m'en veux mêler. J'ai sans doute reçu du ciel un génie assez beau pour toutes les fabriques de ces gentillesses d'esprit, de ces galanteries ingénieuses à qui le vulgaire ignorant donne le nom de fourberie. Et je puis dire, sans vanité, qu'on n'a guère vu d'homme plus habile ouvrier de ressorts et d'intrigues, qui ait acquis plus de gloire que moi dans ce noble métier. Mais ma foi, le mérite est trop maltraité aujourd'hui. Et j'ai renoncé à toute chose depuis certains chagrins d'une affaire qui m'arriva. Comment cela? Quelle affaire, Scapin? Une aventure où je me brouillais avec la justice. La justice? Oui, nous eûmes un petit démêlé ensemble. Toi et la justice? Oui, elle en usa fort mal avec moi, et je me dépitais de telle sorte contre l'ingratitude du siècle que je résolus de ne plus rien faire. Voilà. Mais basta, ne laissez pas de me conter votre aventure. Tu sais, Scapin, qu'il y a 2 mois que le seigneur Géronte et mon père s'embarquèrent ensemble pour un voyage qui regarde certains commerces où leurs intérêts sont mêlés. Oui, je sais cela. Et que Léandre et moi nous fûmes laissés par nos pères, moi sous la conduite de Sylvestre, et Léandre sous ta direction. Oui, et je me suis fort bien acquitté de ma charge. Quelque temps après, Léandre fit rencontre d'une jeune égyptienne dont il devint amoureux. Oui, je sais cela encore. Comme nous sommes grands amis, il me fit aussitôt confidence de son amour, et me mena voir cette fille, que je trouvais belle à la vérité, mais non pas tant qu'il voulait que je la trouvasse. Il ne m'entretenait que d'elle chaque jour, m'exagérait à tout moment sa beauté, sa grâce, me louait son esprit, me parlait avec transport des charmes de son entretien dont il me rapportait jusqu'aux moindres paroles, qu'il s'efforçait toujours de me faire trouver les plus spirituelles du monde. Il me querellait quelquefois de n'être pas assez sensible aux choses qu'il me venait de dire et me blâmait sans cesse de l'indifférence où j'étais pour les feux de l'amour. Je ne vois pas encore où ceci veut aller. Un jour, que je l'accompagnais pour aller chez des gens qui gardent l'objet de ses vœux, nous entendîmes, dans une petite maison d'une rue écartée, quelques plaintes mêlées de beaucoup de sanglots. Nous demandons ce que c'est. Une femme nous dit en soupirant que nous pouvions voir là quelque chose de pitoyable en des personnes étrangères, et qu'à moins d'être insensibles, nous en serions touchés. Mais où est-ce que cela nous mène? La curiosité me fit presser Léandre de voir ce que c'était. Nous entrons dans une salle, et nous voyons une vieille femme mourante, assistée d'une servante qui faisait des regrets, et d'une jeune fille, toute fondante en larmes, la plus belle et la plus touchante qu'on puisse jamais voir. Une autre aurait paru effroyable en l'état où elle était, car elle n'avait pour habillement qu'une méchante petite jupe avec des brassières de nuit qui étaient de simples futaines, et sa coiffure était une cornette jaune retroussée au haut de sa tête qui laissait tomber en désordre ses cheveux sur ses épaules. Cependant, faite comme cela, elle brillait de 1000 attraits.
Et ce n'était qu'agréments et que charme que toute sa personne. Je sens venir les choses. Ah, Scapin, si tu l'avais vue en l'état que je dis, tu l'aurais trouvée admirable. Oh, je n'en doute point. Et sans l'avoir vue, je vois bien qu'elle était tout à fait charmante. Ses larmes n'étaient point de ces larmes désagréables qui défigurent un visage. Elle avait à pleurer une grâce touchante et sa douleur était la plus belle du monde. Et je vois tout cela. Elle faisait fondre chacun de nous en larmes en se jetant amoureusement sur le corps de cette mourante qu'elle appelait sa chère mère. Et il n'y eut personne qui n'eût l'âme percée de voir un si bon naturel. En effet, cela est touchant et je vois bien que ce bon naturel-là vous la fit aimer. Ah, Scapin, un barbare l'aurait aimé. Assurément, le moyen de s'en empêcher. Après quelques paroles dont je tâchais d'adoucir la douleur de cette charmante affligée, nous sortîmes de là. Et, demandant à Léandre ce qui lui semblait de cette personne, il me répondit froidement qu'il la trouvait assez jolie. Je fus piqué par la froideur avec laquelle il m'en parlait, et ne voulut point lui découvrir l'effet que ses beautés avaient fait sur mon âme. Si vous n'abrégez ce récit, nous en voilà pour jusqu'à demain. Laissez-le-moi finir en 2 mots. Son cœur prend feu dès ce moment. Il ne saurait plus vivre qu'il n'aille consoler son aimable affligé. Ses fréquentes visites sont rejetées de la servante, devenue la gouvernante par le trépas de la mère. Voilà mon homme au désespoir. Il presse, supplie, conjure, point d'affaire. On lui dit que la fille, quoique sans bien et sans appui, est de famille honnête. Et qu'à moins que de l'épouser, on ne peut souffrir ses poursuites. Voilà son amour augmenté par les difficultés. Il consulte dans sa tête, agite, raisonne, balance, prend sa résolution. Le voilà marié avec elle depuis 3 jours. J'entends. Maintenant, ajoute à cela le retour imprévu du père qu'on n'attendait que dans 2 mois. La découverte que l'oncle a faite du secret de notre mariage. Et l'autre mariage que l'on veut faire de lui avec la fille que le seigneur Géronte a eue d'une seconde femme qu'on dit qu'il a épousée à Tarente. Et par-dessus tout cela, mais encore l'indigence où se trouve cette aimable personne, et l'impuissance où je me vois d'avoir de quoi la secourir. Ah, est-ce là tout? Pouh, vous voilà bien embarrassés tous deux pour une bagatelle. C'est là de quoi se tant alarmer. Et toi, n'as-tu point de honte de demeurer court à si peu de choses? Que diable, te voilà gros et grand comme père et mère que tu ne saurais trouver dans ta tête, forger dans ton esprit quelques ruses galantes, qu'elle connaît de petits stratagèmes pour ajuster vos affaires? Fille! Peste soit du butor! Je voudrais bien que l'on m'eût donné autrefois nos 2 vieillards adupés. Je les aurais joués tous deux par-dessous la jambe. Et je n'étais pas plus grand que cela, que je me signalais déjà par 100 tours d'adresse jolie. J'avoue que le ciel ne m'a pas donné tes talents. Et que je n'ai pas l'esprit comme toi d'aller me brouiller avec la justice. Voici mon aimable Hyacinthe. Ah, Octave! Est-il vrai ce que Sylvestre vient de dire à Nérine? Que votre père est de retour et qu'il veut vous marier? Oui, belle Hyacinthe. Et ces nouvelles m'ont donné une atteinte cruelle. Mais que vois-je? Vous pleurez? Pourquoi ces larmes? Me soupçonnez-vous, dites-moi, de quelque infidélité? N'êtes-vous pas assuré de l'amour que j'ai pour vous? Oui, Octave, je suis sûre que vous m'aimez. Mais je ne le suis point que vous m'aimiez toujours. Eh, peut-on vous aimer qu'on ne vous aime toute sa vie? J'ai ouï dire, Octave, que votre sexe aime moins longtemps que le nôtre, et que les ardeurs que les hommes font voir sont des feux qui s'éteignent aussi facilement qu'ils naissent. Ah, ma chère Hyacinthe, mon cœur n'est donc point fait comme celui des autres hommes. Et je sens bien pour moi que je vous aimerai jusqu'au tombeau. Je veux croire que vous sentez ce que vous dites. Et je ne doute point que vos paroles ne soient sincères, mais je crains un pouvoir qui combattra dans votre cœur les tendres sentiments que vous pouvez avoir pour moi. Vous dépendez d'un père qui veut vous marier à une autre personne. Et je suis sûre que je mourrais si ce malheur m'arrive. Non, belle Hyacinthe. Il n'est point de père qui puisse me contraindre à vous manquer de foi. Et je me résoudrai à quitter mon pays. Et le jour même, s'il est besoin, plutôt qu'à vous quitter. J'ai déjà pris, sans l'avoir vu, une aversion effroyable pour celle qu'on me destine. Et sans être cruel, je souhaiterais que la mer l'écartât d'ici pour jamais. Ne pleurez donc pas, mon aimable Hyacinthe, car vos larmes me tuent. Et je ne puis les voir sans me sentir percer le cœur. Puisque vous le voulez, je veux bien essuyer mes larmes. Et j'attendrai d'un œil constant ce qui plaira au ciel de résoudre de moi. Le ciel nous sera favorable. Il ne saurait m'être contraire si vous m'êtes fidèle. Je le serai, assurément. Je serai donc heureuse. Elle n'est pas tant sotte, ma foi. Et je la trouve assez passable. Voici un homme qui pourrait bien, s'il le voulait, dans tous nos besoins, nous être d'un secours merveilleux. Non, 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 j'ai fait de grands serments de ne me mêler plus du monde. Mais si vous m'en priez bien fort tous deux, peut-être. Ah, s'il ne tient qu'à te prier bien fort pour obtenir ton aide, je te conjure de tout mon cœur de prendre la conduite de notre barque. Et vous, ne me dites-vous rien? Je vous conjure à son exemple, par tout ce qui vous est le plus cher au monde, de vouloir servir notre amour.
Il faut se laisser vaincre. Et avoir de l'humanité. Allez, je veux m'employer pour vous. Hop, allez-vous-en, vous. Et soyez en repos. Et vous, préparez-vous à soutenir avec fermeté l'abord de votre père. Je t'avoue que cet abord me fait trembler par avance. J'ai eu une timidité naturelle que je ne saurais vaincre. Et il faut pourtant paraître ferme au premier choc. De peur que, sur votre faiblesse, ils ne prennent le pied de vous mener comme un enfant. Allez, tâchez de vous composer par étude, un peu de hardiesse, et songez à répondre résolument sur tout ce qu'il vous pourra dire. Je ferai du mieux que je pourrai. Hop. Essayons un peu pour vous accoutumer. Répétons un peu votre rôle et voyons si vous ferez bien. Alors! Ouais. La mine résolue. La tête haute. Les regards assurés. Et ta! Ainsi? Encore un peu davantage. Et ta! Comme cela. Imaginez que je suis votre père qui arrive et répondez-moi fermement comme si c'était à lui-même. Comment, Pandare vaurien infâme, fils indigne d'un père comme moi, oses-tu bien paraître devant mes yeux après tes bons déportements, après le lâche tour que tu m'as joué pendant mon absence? Est-ce le fruit de mes soins, Maro? Est-ce le fruit de mes soins? Le respect qui m'est dû, le respect qui me conserve! Allons donc! Tu as l'insolence, fripon, de t'engager sans le consentement de ton père, de contracter un mariage clandestin? Réponds-moi, coquin, réponds-moi! Voyons un peu tes belles raisons! Ouais. Vous demeurez interdit? C'est que je m'imagine que c'est mon père que j'entends. Ah oui, et c'est par cette raison, justement, qu'il ne faut pas être là comme un innocent. Je m'en vais prendre plus de résolution. Et je répondrai fermement. Assurément. Assurément. Voilà votre père qui revient. Ah, ciel, je suis perdu. Ah! Voilà, Octave, demeurez, Octave. Le voilà enfui? Quelle pauvre espèce d'homme. Ne laissons pas d'attendre le vieillard. Que lui dirais-je? Laisse-moi dire, moi, et ne fais que me suivre. A-t-on jamais ouï parler d'une action pareille à celle-là? Il a déjà appris l'affaire, et elle lui tient si fort en tête que tout seul, il en parle haut. Voilà une témérité bien grande. Écoutons-le un peu. J'aimerais bien savoir ce qu'ils me pourront dire sur ce beau mariage. Nous y avons songé. Tâcheront-ils de me nier l'affaire? Non, nous n'y pensons pas. Ou s'ils entreprendront de l'excuser? Celui-là se pourra faire. Prétendront-ils m'amuser? Par des contes en l'air? Peut-être. Tous leurs discours seront inutiles. Nous allons voir. Ils ne m'en donneront point à garder. Ne jurons de rien. Je saurai mettre mon pendard de fils en lieu de sûreté. Nous y pourvoirons. Et pour le coquin de Sylvestre, J'étais bien étonné s'il m'oubliait. je le rouerai de coups. Vous voilà donc, sage gouverneur de famille, beau directeur de jeunes gens. Monsieur, je suis ravi de vous voir de retour. Bonjour, Scapin. Vous avez suivi mes ordres vraiment d'une belle manière. Et mon fils s'est comporté fort sagement pendant mon absence. Ça, vous vous portez bien, à ce que je vois. Ah, c'est bien, merci. Tu ne dis mot, coquin. Tu ne dis mot. Votre voyage a-t-il été bon? Fort bon. Laisse-moi un peu quereller en repos. Vous voulez quereller? Oui, je veux quereller. Ben, et qui, monsieur?
Ce maraud-là! Et pourquoi? Mais quoi, tu n'as pas ouï parler de ce qui s'est passé dans mon absence? Ah oui, 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 j'ai bien ouï parler de quelques petites choses. Mais comment quelques petites choses? Une action de cette nature? Vous avez quelques raisons. Une hardiesse pareille à Et celle-là? cela est vrai. Un fils qui se marie sans le consentement de son père? Oui, 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 il y a quelque chose à dire à cela, mais je serais d'avis que vous ne fissiez point de bruit. Je ne suis pas de ton avis. Je veux faire du bruit, tout m'en saoule. Quoi, tu ne trouves pas que j'ai tous les sujets du monde d'être en colère? Si fait. Et j'y ai d'abord été, moi, lorsque j'ai su la chose, et je me suis intéressé pour vous jusqu'à quereller votre fils. Demandez-lui un peu quelle belle réprimande je lui ai faite et comment je l'ai chapitré sur le peu de respect qu'il gardait à un père dont il devait baiser les pas. On ne peut pas lui mieux parler quand ce serait vous-même. Mais quoi? Je me suis rendu à la raison et j'ai considéré que, dans le fond, il n'a pas tant de tort qu'on pourrait le croire. Mais comme vient tout compter, il n'a pas tant de tort que de s'aller marier de but en blanc avec une inconnue. Mais que voulez-vous? Il a été poussé par sa destinée. Voici une raison la plus belle du monde. On n'a plus qu'à commettre tous les crimes imaginables. Tromper, voler, assassiner. Et dire pour excuse qu'on y a été poussé par sa destinée. Ma foi, monsieur, vous prenez mes paroles trop en philosophe. Je veux dire qu'il s'est trouvé fatalement engagé dans cette affaire. Mais pourquoi s'y engageait-il? Voulez-vous qu'il soit aussi sage que vous? Les jeunes gens sont... jeunes. Et n'ont pas toute la prudence qu'il leur faudrait pour ne rien faire que de raisonnable. Témoin de notre Léandre, qui malgré toutes mes leçons, malgré toutes mes remontrances, est allé faire de son côté, pis encore que votre fils. Pis. Et j'aimerais bien savoir si vous-même n'avez pas été jeune. Et n'avez pas, dans votre temps, fait des fraudaines. Je vais vous dire que vous aviez été autrefois un compagnon parmi les femmes. Ouais, ben... Que vous faisiez votre drôle avec les plus galantes de ce temps-là. Et que vous n'en approchiez point, que vous ne poussassiez à bout. Cela est vrai, j'en demeure d'accord. Mais je m'en suis toujours tenu à la galanterie et je n'ai point été jusqu'à faire ce qu'il a fait. Mais que vouliez-vous qu'il fît? Il voit une jeune personne qui lui veut du bien, car il tient cela de vous d'être aimé de toutes les femmes. Il la trouve charmante, lui conte des douceurs, soupire galamment, fait le passionné, elle se rend à sa poursuite. Il pousse sa fortune, mais le voilà surpris avec elle par ses parents, qui, la force à la main, le contraignent de l'épouser. L'habile fourbe que voilà. Eussiez-vous voulu qu'il se fût laissé tuer? Monsieur, il vaut mieux encore être marié qu'être mort. On ne m'a pas dit que l'affaire se soit ainsi passée. Ah mais demandez-lui plutôt, il ne vous dira pas le contraire. C'est par force qu'il a été marié? Oui, monsieur. Mais voudrais-je vous mentir? Mais il devait donc aller tout aussitôt protester de violence chez un notaire. Ah, c'est ce qu'il n'a pas voulu faire. Cela m'aurait donné plus de facilité à rompre le mariage. Rompre le mariage? Eh oui. Vous ne le romprez point. Je ne le romprai point. Non? Quoi? Je n'aurai pas pour moi les droits de père. Et la raison de la violence qu'on a faite à mon fils. C'est une chose dont il ne demeurera pas d'accord. Il n'en demeurera pas d'accord. Non. Mon fils. Votre fils? Voulez-vous qu'il confesse qu'il ait été capable de crainte et que ce soit par force qu'on lui ait fait faire les choses? Il n'a garde d'aller avouer cela. Ce serait se faire tort et se montrer indigne d'un père comme vous. Je me moque de cela. Il faut, pour son honneur et pour le vôtre, qu'il dise dans le monde que c'est de bon gré qu'il l'a épousée. Et moi, je veux, pour mon honneur et pour le sien, qu'il dise le contraire. Eh bien, moi, je suis sûr qu'il ne le fera pas. Je l'y forcerai bien. Il ne le fera pas, vous dis-je. Il le fera. Ou je le déshéréterai. Vous? Moi. Bon. Comment bon? Bah, vous ne le désirerez point. Je ne le déshéréterai point. Bah, non. Voilà qui est plaisant. Je ne le déshéréterai point, mon fils. Non, vous dis-je. Et qui m'en empêchera? Vous-même. Moi? Oui, vous n'aurez pas ce cœur-là. Je l'aurai. Vous vous moquez. Je ne me moque point. La tendresse paternelle fera son office. Elle ne fera rien. Oui. Je vous dis que cela sera. Bagatelle. Il ne faut point dire bagatelle. Mon Dieu, monsieur, je vous connais. Vous êtes bon naturellement. Je ne suis pas bon.
Et je suis méchant quand je veux. Finissons ce discours qui me chauffe la bile. Va-t'en, Pandar. Va-t'en me chercher mon fripon. Tandis que j'irai rejoindre le seigneur Géronte pour lui conter ma disgrâce. Monsieur, si je puis vous être utile en quelque chose, vous n'avez qu'à me commander. Je vous remercie. Pourquoi faut-il qu'il soit fils unique? Et connais-je à cette heure la fille que le ciel m'a ôtée pour la faire mon héritière? J'avoue que tu es un grand homme, et voilà l'affaire en bon train. Mais l'argent, d'autre part, nous presse pour notre subsistance. Et nous avons de tous côtés des gens qui aboient après nous. Laisse-moi faire. La machine est déjà trouvée. Je cherche seulement dans ma tête un homme qui nous souhaite affiler pour jouer un personnage dont j'ai besoin, là. Attends. Tiens-toi un peu. Enfonce ton bonnet en méchant garçon. Comme-toi sur un pied. Mets ta main au côté. Fais les yeux furibonds. Marche un peu en roi de théâtre. Allez. Voilà qui est bien. Suis-moi, je connais les secrets pour déguiser ton visage et ta voix. Je te conjure de ne m'aller point brouiller avec la justice. Va. Nous partagerons les périls en frères. Les 3 ans de galère, de plus ou de moins, ne sont pas pour arrêter un noble cœur. Oh, yes. Oh, yes. Oh, yes. Oh, yes. Oh. Oui, sans doute. Par le temps qu'il fait, nous avons ici nos gens aujourd'hui. Et un matelot qui vient de Tarente m'a assuré qu'il avait vu mon homme près de s'embarquer. Mais l'arrivée de ma fille trouvera les choses mal disposées à ce que nous nous proposions. Et ce que vous venez de m'apprendre de votre fils rompt étrangement les mesures que nous avions prises ensemble. Ne vous mettez pas en peine. Je vous réponds de renverser tout cet obstacle. J'y travaille de ce pas. Ma foi, Seigneur Argante, voulez-vous que je vous dise? L'éducation des enfants est une chose à laquelle il faut s'attacher fortement. Sans doute. À quel propos cela? À propos de ce que les mauvais déportements des jeunes gens viennent le plus souvent de la mauvaise éducation que leur père leur donne. Ah, cela arrive parfois. Que voulez-vous dire par là? Ce que je veux dire par là, Oui. que si vous aviez, en brave père, bien morigéné votre fils, il ne vous aurait pas joué le tour qu'il vous a fait. Fort bien. De sorte donc que vous avez bien morigéné le vôtre. Eh oui, je serais bien étonné qu'il ne m'eût rien fait approchant de cela. Et si ce fils qu'en brave père vous avez si bien morigéné avait fait pire encore que le mien. Ah. Comment? Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire, Seigneur Géronte, qu'il ne faut pas être si prompt à condamner la conduite des autres. Et que ceux qui veulent gloser doivent bien regarder chez eux s'il n'y a rien qui cloche. Je n'entends point cette énigme. On vous l'expliquera. Est-ce que vous auriez ouï dire quelque chose de mon fils? Cela se peut faire. Et quoi encore? Votre scapin
dans mon dépit, ne m'a dit la chose qu'en gros, et vous pourrez de lui ou de quelque autre être instruit du détail. Pour moi, je vais vite consulter des avocats et aviser des billets que j'ai à prendre. Jusqu'au revoir. Que pourrait-ce être que cette affaire-ci? Pis encore que le sien. Je ne vois pas pour moi ce que l'on peut faire de pire. Et je trouve que se marier sans le consentement de son père est une action qui passe tout ce qu'on peut s'imaginer. Ah, vous voilà! Oh, mon père, que j'ai de joie de vous voir de retour. Eh, doucement! Parlons un peu d'affaires. Souffrez que je vous embrasse. Eh, doucement, vous dis-je! Quoi, vous me refusez, mon père, de vous exprimer mon transport par mes embrassements? Oui! Eh, nous avons quelque chose à démêler ensemble. Et quoi? Tenez-vous un peu que je vous vois en face. Comment? Regardez-moi entre deux yeux. Eh bien, Qu'est-ce donc qu'il s'est passé ici? ce qu'il s'est passé? Oui! Qu'avez-vous fait dans mon absence? Que voulez-vous, mon père, que j'ai fait? Ce n'est pas moi qui veux que vous ayez fait, mais qui demande ce que c'est que vous avez fait. Moi, je n'ai fait aucune chose dont vous ayez lieu de vous plaindre. Aucune chose. Non. Vous êtes bien résolu. C'est que je suis sûr de mon innocence. Scapin, pourtant, a dit de vos nouvelles. Scapin. Ce mot vous fait rougir, hein? Ah, il vous a dit quelque chose de moi. Ce lieu n'est pas tout à fait propre à vider cette affaire et nous allons l'examiner ailleurs. Qu'on se rende au logis. J'y vais revenir tout à l'heure. Ah, traître! S'il faut que tu me déshonores, je te renonce pour mon fils. Et tu peux bien pour jamais te résoudre à fuir de ma présence. Me trahir de cette manière. Un coquin qui doit par sans raison être le premier à cacher les choses que je lui confie est le premier à les aller découvrir à mon père. Ah, je jure le ciel que cette trahison ne demeurera pas impunie. Mon cher Scapin, que ne dois-je point à tes soins? Que tu es un homme admirable et que le ciel m'est favorable de t'envoyer à mon secours. Vous voilà. Ah, je suis ravi de vous trouver. Monsieur le coquin. Monsieur, votre serviteur, c'est trop d'honneur que vous me faites. Vous faites le méchant plaisant. Hein. Oh, je vous apprendrai. monsieur! Octave, ne me retenez point, je vous prie. Monsieur! Laissez-moi contenter mon ressentiment. Au nom de l'amitié, Léandre, ne le maltraitez point. Monsieur, que vous ai-je fait? Tu m'as fait traître. doucement. Non, Octave, je veux qu'il me confesse lui-même tout à l'heure la perfidie qu'il m'a faite. Oui, traître. Je sais le trait que tu m'as joué, on vient de me l'apprendre. Ah, tu ne croyais pas peut-être que l'on dû me révéler ce secret? Mais je veux en avoir la confession de ta propre bouche, ou je vais te passer cette épée au travers du corps. Eh, monsieur, auriez-vous bien ce cœur-là? Parle donc. Je vous ai fait quelque chose, monsieur. Oui, coquin, et ta conscience ne te dit que trop ce que c'est. Je vous assure que je l'ignore. Tu l'ignores? Monsieur, puisque vous le voulez, je vous confesse que j'ai bu avec mes amis ce petit carton de vin d'Espagne dont on vous fit présent il y a quelques jours, et que c'est moi qui fis une fente au tonneau et répandis de l'eau autour pour faire croire que le vin s'était échappé. C'est toi, Pandore, qui a bu mon vin d'Espagne? Et qui a été cause que j'ai tant querellé la servante, croyant que c'était elle qui m'avait fait le tour? Oui, monsieur, je vous en demande pardon. Je suis bien aise d'apprendre cela. Et ce n'est pas l'affaire dont il est question maintenant. C'est pas ça, monsieur. Non, c'est une autre affaire qui me touche bien plus et je veux que tu me la dises. Et je ne me souviens pas d'avoir fait autre chose. Tu ne veux pas parler? Non, monsieur, il est vrai qu'il y a 3 semaines que vous m'envoyez de porter le soir une petite montre à cette jeune égyptienne que vous aimez. Et je revins au logis, les habits couverts de boue, le visage plein de sang, et vous dis que j'avais trouvé des voleurs qui m'avaient bien battu et m'avaient dérobé la montre. Eh bien, c'était moi, monsieur, qui l'avais retenue. C'est toi qui as retenu ma montre. Oui, monsieur, afin de voir quelle heure il est. Ah, j'apprends ici de jolies choses. J'ai un serviteur fort fidèle, vraiment. Mais ce n'est pas encore ça que je demande. C'est pas ça, monsieur. Non, c'est une autre chose encore que je veux que tu me confesses. Peste! Parle vite, j'ai hâte. Monsieur, voilà tout ce que j'ai fait. Voilà tout. Monsieur, vous vous souvenez de ce loup-garou il y a 6 mois
qui vous donna tant de coups de bâton la nuit que vous pensâtes faire rompre le cou dans une cave où vous tombâtes en fuyant? Eh bien? Eh bien, c'était moi, monsieur, qui faisais le loup-garou. C'est toi, traître, qui faisais le loup-garou? Oui, monsieur, c'était seulement pour vous faire peur et pour vous ôter l'envie de me faire courir toutes les nuits comme vous aviez coutume. Je saurais me souvenir en temps et lieu de ce que je viens d'apprendre, mais je veux en venir aux faits et que tu me confesses ce que tu as dit à mon père. À votre père? Oui, Fripon, à mon père. Je ne l'ai pas seulement vu depuis son retour. Ah, tu ne l'as pas vu? Non, monsieur. Assurément. Assurément, c'est une chose que je veux vous faire dire par lui-même. C'est de sa bouche pourtant que je le tiens. Avec votre permission, il ne vous a pas dit la vérité. Monsieur! Je vous apporte une nouvelle qui est fâcheuse pour votre amour. Comment? Vos Égyptiens sont sur le point de vous enlever Zerbinette. Et elle-même, les larmes aux yeux, m'a chargé de vous dire promptement que si dans 2 heures, vous ne songez à leur porter l'argent qu'ils vous ont demandé pour elle, vous l'allez perdre pour jamais. Dans 2 heures? Dans 2 heures. Ah, mon pauvre Scapin, j'implore ton secours. Ah, mon pauvre Scapin. Je suis mon pauvre Scapin à cette heure qu'on a besoin de moi. Allez, va, je te pardonne tout ce que tu viens de me dire. Et puis encore si tu l'as fait. Non, non, ne me pardonnez rien. Passez-moi plutôt votre épée au travers du corps, je serais ravi que vous me tuiez. Mais non! Je te conjure plutôt de me donner la vie en servant mon amour. Point. Vous ferez mieux de me tuer. Mais tu m'es trop précieux. Et je te prie de bien vouloir employer pour moi ce génie admirable qui vient à bout de toute chose. Non! Tuez-moi, vous dis-je! Oh, écoute, ne songe plus à cela et pense au secours que je te demande. Scapin, il faut faire quelque chose pour lui. Le moyen, après une avanie de la sorte! Je te conjure d'oublier mon emportement et de me prêter ton adresse. Je joins mes prières aux siennes. J'ai cette insulte-là sur le cœur! Il faut quitter ton ressentiment. Voudrais-tu m'abandonner, Scapin, dans la cruelle extrémité où se trouve mon amour? Me venir faire à l'improviste un affront comme celui-là! J'ai tort, je le confesse. Me traiter de coquin, de fripon, de pandard, d'infâme! J'en ai tous les regrets du monde. Me vouloir passer son épée au travers du corps! Je te demande pardon de tout mon cœur. Et s'il ne tient qu'à me jeter à tes genoux, tu m'y vois, Scapin, une fois encore, afin de te conjurer de ne point t'abandonner. Ma foi, Scapin, il faut se rendre à cela. Levez-vous! Et une autre fois, ne soyez point si prompt. Promets-tu de travailler pour moi? On y songera. Et tu sais que le temps presse. Ne vous mettez pas en peine! Combien est-ce qu'il vous faut? 500 écus. Et à vous? 200 pistoles. Je veux tirer cet argent de vos pères. Pour ce qui est du vôtre, la machine est déjà trouvée. Quant au vôtre, bien qu'avare au dernier degré, il y faudra moins de façons encore. Car pour ce qui est de l'esprit, il n'en a pas, grâce à Dieu, grande provision. Et je le livre pour une espèce d'homme à qui l'on fera toujours croire tout ce que l'on voudra. Allons, 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 cela ne vous offense point. Il ne tombe entre lui et vous aucun soupçon de ressemblance. Et vous connaissez assez l'opinion de tout le monde qui veut qu'il ne soit votre père que pour la forme. Tout beau, Scapin. Allons, allons! On fait bien scrupule de cela. Vous moquez-vous? Ah, mais j'aperçois venir le père d'Octave. Commençons par lui, puisqu'il se présente. Allez-vous-en tous deux, et vous? Avertissez votre Sylvestre de venir vite jouer son rôle. Ah oui, oui, le voilà qui rumine. Avoir si peu de conduite et de considération. Ça les jeter dans un engagement comme celui-là. Jeunesse impertinente. Ah, monsieur, serviteur? Bonjour, Scapin. Vous rêvez à l'affaire de votre fils? Je t'avoue que cela me donne de furieux chagrins. Oh, monsieur, la vie est mêlée de traverses et il est bon de s'y tenir sans cesse préparé. Et j'ai ouï dire il y a longtemps la parole d'un ancien que j'ai toujours retenue. Quoi? Que pour peu qu'un père de famille ait été absent de chez lui, il doit promener son esprit sur tous les fâcheux accidents que son retour peut rencontrer. Se figurer sa maison brûlée, son argent dérobé, sa femme morte, son fils estropié, sa fille subornée. Et ce qu'il trouve qui ne lui est point arrivé, l'imputer à bonne fortune. Pour moi, j'ai pratiqué toujours cette leçon dans ma petite philosophie, et je ne suis jamais revenu au logis que je ne me sois tenu prêt à la colère de mes maîtres, aux réprimandes, aux injures, aux coups de pied au cul, aux bastonnades, aux étrivières, et ce qui a manqué à m'arriver, mais j'en ai rendu grâce à mon bon destin. Voilà qui est bien. Mais ce mariage impertinent qui trouble celui que nous voulons faire est une chose que je ne puis souffrir.
Je viens de consulter des avocats pour le faire casser. Ma foi, monsieur, si vous m'en croyez, vous tâcherez par quelque autre voie d'accommoder l'affaire. Savez-vous ce que c'est que les procès en ce pays-ci? Vous allez vous enfoncer dans d'étranges épines. Et tu as raison, je le vois bien. Mais quelle autre voie? Eh, je pense en avoir trouvé une. La compassion que m'a donnée tantôt votre chagrin m'a obligé de chercher dans ma tête quelques moyens pour vous tirer d'inquiétude, car je ne saurais voir d'honnêtes pères chagrinés par leurs enfants que cela ne m'émeuve. Et depuis tout temps, je me suis senti pour votre personne une inclination particulière. Ouais, je te suis obligé. J'ai donc été trouver le frère de cette personne qui a été épousée. C'est un de ces braves de profession, de ces gens qui sont tout coups d'épée, qui ne pensent qu'à échiner et ne font non plus de conscience de tuer un homme que d'avaler un verre de vin. Enfin, je l'ai mis sur ce mariage et lui ai fait voir quelle facilité offrait la raison de la violence pour le faire casser. Et vos prérogatives du nom de père, et l'appui que représenterait auprès de la justice et votre droit et votre argent et vos amis. Enfin, je l'ai tant fait tourner de tous les côtés qu'il a prêté l'oreille aux propositions que je lui ai faites d'ajuster l'affaire pour quelque somme, et il donnera son consentement à rompre le mariage, pourvu que vous lui donniez de l'argent. Et qu'a-t-il demandé? Oh, d'abord des choses par-dessus les maisons. Et quoi? Mais des choses extravagantes. Mais encore! Il ne parlait pas moins que de 5 ou 600 pistoles. 5 ou 600 fièvres cartagne qui le puissent. Ça m'occupe du monde! C'est ce que je lui ai dit. Et j'ai rejeté bien loin de pareilles propositions. Et lui ai bien fait entendre que vous n'étiez point une dupe pour vous demander des 5 ou 600 pistoles. Oh 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 oh. Enfin, après plusieurs discours, voici où s'est réduit le résultat de notre conférence. Nous voilà au temps M'a-t-il dit. qu'il me faut partir pour l'armée. Je suis prêt à m'équiper. Le besoin qu'il y ait de quelque argent me fait consentir, malgré moi, à ce que l'on me propose. Il me faut un cheval de service, et je n'en saurais trouver un qui ne soit tant soit peu raisonnable à moins de 60 pistoles. Pour 60 pistoles, je les donne. Il me faudra aussi le harnais et le pistolet, ce qui coûtera bien 20 pistolets encore. 20 pistoles et 60. Ce serait 80. Justement. C'est beaucoup. Bon, je consens à cela. Et il me faudra aussi un cheval pour monter mon valet, ce qui coûtera bien 30 pistoles. Mais comment diantre qu'il se promène? Il n'aura rien du tout. Monsieur, C'est un impertinent. voulez-vous que son valet aille à pied? Bon, qu'il a comme il lui plaira et le maître aussi. Monsieur, ne vous arrêtez point un peu de choses. Et n'allez point plaider, je vous prie. Et donnez tout pour vous sauver des mains de la justice. Bon, je consens à donner encore ces 30 pistoles. Il me faudra aussi une moulette pour porter les différentes hardes. Mais comment qu'il aille au diable avec son moulette? C'en est trop, nous irons devant les juges. De grâce, monsieur. Non, je n'en ferai rien. Monsieur. Un petit mulet. Je ne lui donnerai seulement pas un ordre. Considérez. Non. J'aime mieux plaider. Mais de quoi parlez-vous là ou à quoi vous résolvez-vous? Jetez un regard sur tous les détours de la justice et voyez combien d'appels et de degrés de juridiction. Voyez combien de procédures embarrassantes. Voyez combien d'animaux ravissants par les griffes desquels il vous faudra passer. Sergent, procureur, avocat, substitut, rapporteur, juge et leur clerc. Et il n'est pas un de tous ces gens qui, pour la moindre chose, ne soit capable de donner un soufflet au meilleur droit du monde. Un sergent baillera de faux exploits, sur quoi vous serez condamné sans que vous le sachiez. Votre procureur s'entendra avec votre parti et vous vendra à bon denier comptant. Votre avocat, gagné de même, ne se trouvera point lorsqu'on plaidera votre cause ou dira des raisons qui ne feront que battre la campagne et n'iront point au fait. Le greffier délivrera par contumace sentences et arrêts contre vous. Le clerc du rapporteur soustraira les pièces et le rapporteur même ne dira pas ce qu'il a vu. Et si, monsieur, par toutes les précautions du monde, vous parez à tout cela,
Vous serez ébahis que vos juges auront été sollicités contre vous, soit par des gens dévots, soit par des femmes qu'ils aimeront. Alors, monsieur, si vous le pouvez, sauvez-vous de cet enfer-là. C'est être damné dès ce monde que d'avoir à plaider. Et la seule pensée d'un procès serait capable de me faire fuir jusqu'aux Indes. Stop. À combien est-ce qu'il fait monter le moulet? Alors, monsieur, pour le mulet, pour le harnais et les pistolets, pour le cheval et celui de son homme, plus pour payer quelques petites choses qu'il doit en son Altesse, il demande en tout, je dis bien en tout, 200 pistoles. 200 pistoles. 200 pistoles. Je plaiderai. Faites réflexion. Nous plaiderons. Mais vous allez point jeter. Je veux plaider. Mais pour plaider, il vous faudra de l'argent. Il vous en faudra pour l'exploit. Il vous en faudra pour le contrôle. Il vous en faudra pour la procuration, présentation, production, conseils et journées du procureur. Il vous en faudra pour les consultations et plaidoiries des avocats, pour le droit de retirer le sac et pour les grosses d'écriture, pour l'enregistrement du greffier, pour les épices de conclusion, pour le rapport du substitut, façon d'appointement, sentence aux arrêts, contrôle, signature, expédition de l'or clair. Sans parler de tous les présents qu'il vous faudra faire. Alors, monsieur, donnez cet argent-ci à cet homme-là, et vous voilà hors d'affaires. Mais comment? 200 pistoles. Mais oui, monsieur, 200 pistoles. J'ai fait un petit calcul en moi-même de tous les frais de la justice. Et j'ai trouvé qu'en donnant 200 pistoles à notre homme, vous en aurez de reste pour le moins 50, sans compter les soins et les pas et les chagrins que vous vous épargnerez. Alors, monsieur, s'il n'y avait à essuyer que les sottises que disent devant tout le monde ces méchants plaisants d'avocats, moi j'aimerais mieux encore donner 300 pistoles que de plaider. Je me moque de cela. Et je défie les avocats de rien dire de moi. Vous ferez comme il vous plaira. Mais si j'étais que de vous, je fuirais les procès. Je ne donnerai point 200 pistoles. Monsieur, voici l'homme dont il s'agit. Capine, fais-moi connaître un peu cette Algante qui est Père d'Octave. Et pourquoi, monsieur? Je viens d'apprendre qu'il veut me mettre en procès et faire l'ombre par justice le mariage de ma sœur. Je ne sais pas s'il a cette pensée, mais il ne veut point consentir aux 200 pistoles que vous voulez. Il dit que c'est trop. Pas la mort, pas la tête, pas le sang. Si je le trouve, il le veut m'échiner. D'où sais-je être loué tout vif? Monsieur, ce père d'Octave a du cœur et peut-être ne vous craindra-t-il point. Ah, lui, pas le sang, pas la tête, mais s'il était là, je lui donnerais tout à l'heure de l'épée dans le ventre. Qui est cet homme-là? Ce n'est pas lui, monsieur, ce n'est pas lui. N'est-ce point quelqu'un de ses amis? Non, monsieur, au contraire, c'est son ennemi capital. Son ennemi capital. Eh oui, monsieur. Vous êtes ennemi, monsieur, de ce facade Algante. Monsieur, je vous en réponds. Pas bleu. Et en suis d'avis. Touchez-la. Touchez! Je vous donne ma parole. Je vous jure, sur mon honneur, pas les petits décolles, pas tous les serments que je saurais faire, qu'avant la fin du duel, je vous défolais, ce malin défait, ce facade Algante. Le posez-vous sur moi? Monsieur, les violences en ce pays-ci ne sont guère souffertes. Il me manque de tout, et je n'ai rien à perdre. Il se tiendra sur ses gardes, assurément. Il a pour lui des parents, des amis et des domestiques dont il se fera un secours contre votre ressentiment. Mais c'est ce que je demande, Bleu. C'est ce que je demande. À tête, à ventre. Ah. Que ne le trouvais-je à cette heure-là, avec tout son sécours? Que ne paraît-il à mes yeux, au milieu de 30 personnes? Que ne les vois-je fondre sur moi, les armes à la main? Comment, Malo? Vous avez la hardiesse de vous attaquer à moi?
Allons, mon bleu! Tu, Poincartier! Allons! Ferme! Poussons! Bon pied à l'œil! Ah, coquin! Ah, canaille! Vous en voulez encore par là? Je vous en fallait tâter votre sou! Soutenez, Malo, soutenez! Allons! À cette botte! À celle-ci! À celle-là! À cette autre! Comment? Vous le coulez! Pied ferme, mon bleu, pied ferme! Monsieur, nous n'en sommes pas. Voilà qui vous appelons là! Ah, vous osez jouer la moi! Eh bien, monsieur, vous voyez combien de gens tués pour 200 pistoles? Ah, sus, je vous souhaite une bonne fortune. Scapin, Plaît-il? je me résous à donner les 200 pistoles. Mais j'en suis ravi pour l'amour de vous. Bon, allons le trouver, je les ai sur moi. Vous n'avez qu'à me les donner. Il ne faut pas pour votre honneur que vous paraissiez là, après avoir passé ici pour autre que ce que vous êtes. Et de plus, je craindrais qu'en vous faisant connaître, il n'allât s'aviser de vous en demander davantage. Non, mais... C'est que j'aurais été bien aise de voir comme je donne mon argent. Monsieur, est-ce que vous vous défiez de moi? Oh non pas! Parbleu, monsieur, je suis un fourbe ou je suis un honnête homme, c'est l'un des deux. Hop. Hey. Est-ce que je voudrais vous tromper? Et que dans tout ceci, j'ai d'autre intérêt que le vôtre et celui de mon maître à qui vous voulez vous allier? Alors, monsieur, si je vous suis suspect, oh, je ne me mêle plus de rien. Et vous n'avez qu'à chercher dès 7 heures qui accommodera vos affaires. Bon, bah, tiens, Scapin. Non, 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 monsieur. Ne me confiez point cet argent, je serais ravi que vous vous serviez de quelque autre. Tiens, te dis-je! Ne vous fiez point à moi. Que sait-on si je ne veux point attraper cet argent? Mais mon Dieu, tiens! Ne me fais point contester davantage. Hop. Songe à bien prendre tes sûretés avec lui. Oh, laissez-moi faire, il n'a pas à faire un saut. Je vais t'attendre chez moi. Ah, mais je ne manquerai pas d'y aller. Hey! Ouhouhou! Et un! Ouh! Bon, il n'a plus qu'à chercher l'autre maintenant. Oh, ma foi, le voici venir. Il semble que le ciel, l'un après l'autre, les amène dans mes filets. Ah, ciel! Ah, disgrâce imprévue! Ah, misérable père! Pauvre Géronte, que fera-t-il? Que dit-il là de moi avec ce visage affligé? N'y a-t-il personne qui puisse me dire où est le seigneur Géronte? Qu'y a-t-il, Scapin? Où pourrais-je le trouver pour lui dire cette infortune? Qu'est-ce que c'est donc? Enfin, je vais de tous côtés pour le pouvoir trouver. Me voici. Il faut qu'il soit caché en quelque endroit qu'on ne puisse pas le deviner. Oh là, es-tu aveugle que tu ne me vois pas? Monsieur, il n'y a pas moyen de vous rencontrer. Il y a 1 heure que je suis devant toi. Qu'est-ce que c'est donc qu'il y a? Monsieur, Quoi? votre fils Eh bien, mon fils. est tombé dans une disgrâce la plus étrange du monde. Et quelle? Je l'ai trouvé tantôt tout triste. De je ne sais quoi que vous lui avez dit ou vous m'avez mêlé assez mal à propos. Et cherchant à divertir cette tristesse, nous nous sommes allés promener sur le port. Là, entre autres plusieurs choses, nous avons arrêté nos yeux sur une galère turque, assez bien équipée. Un jeune Turc à la bonne mine nous a invités d'y entrer et nous a présenté la main. Nous y avons passé. Il nous a fait 1000 civilités, nous a donné la collation, où nous avons mangé des fruits les plus excellents qui se puissent voir, et bu du vin que nous avons trouvé le meilleur du monde. Qu'y a-t-il de si affligeant à tout cela? Attendez, monsieur, nous y voici. Pendant que nous mangions, il a fait mettre la galère en mer. Et se voyant éloigné du port, il m'a fait mettre dans un esquif. Et m'envoie vous dire que si vous le lui envoyez par moi tout à l'heure,
500 écus! Il va nous emmener votre fils en Alger! Comment diantre 500 écus? Eh oui, monsieur, et songez qu'il ne m'a donné pour cela que 2 heures. Le traître de Turc m'a assassiné de la façon. C'est à vous, monsieur, d'aviser promptement au moyen de sauver des terres un fils que vous aimez avec tant de tendresse. Que diable allait-il faire dans cette galère? Mais ne songez pas à ce qui est arrivé. Va-t'en, Scapin, va-t'en dire à ce Turc que je vais envoyer la justice après lui. Ah oui, 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 la justice en pleine mer, vous moquez-vous des gens? Que diable allait-il faire dans cette galère? Une méchante destinée conduit quelquefois les personnes. Il faut que tu fasses ici l'action d'un serviteur fidèle. Ah oui, quoi, monsieur? Que tu ailles dire à ce Turc qu'il me renvoie mon fils et que tu te mettes à sa place jusqu'à ce que j'ai amassé la somme qu'il demande. Monsieur. Songez-vous à ce que vous dites? Vous figurez-vous que ce Turc ait si peu de sens que d'aller recevoir un misérable comme moi à la place de votre fils? Que diable allait-il faire dans cette galère? Il ne devinez pas ce malheur, mais de grâce, monsieur, songez qu'on ne m'a donné que 2 heures. Tu dis qu'il demande 500 écus? 500 écus. N'a-t-il point de conscience? Ah ben oui, vraiment, de la conscience à un Turc, ouais. Et sait-il bien ce que représente 500 écus? Mais oui, monsieur, il sait que c'est 1500 livres. Et croit-il le traître que 1500 livres se trouvent dans le pas d'un cheval? Monsieur, ce sont des gens qui n'entendent point de raison. Que diable allait-il faire dans cette galère? Il est vrai, mais quoi, on ne prévoyait pas ce malheur de grâce, monsieur, vite, dépêchez! Tiens, voilà la clé de mon armoire. Tu l'ouvriras, tu trouveras une grosse clé à gauche qui est celle de mon grenier. Fort bien. Tu iras prendre dans cette grande manne toutes les hardes et tu les vendras au fripier afin d'aller racheter mon fils. Monsieur, rêvez-vous? Je n'aurai pas 100 francs de tout ce que vous me dites. Et de plus, vous savez, le peu de temps qu'on m'a donné! Que diable allait-il faire dans cette galère? Laissez-là, cette galère, que de paroles perdues! Et songez plutôt que le temps presse et que vous courez risque de perdre votre fils! Hélas, mon pauvre maître, peut-être que je ne te verrai de ma vie, et qu'à l'heure que je parle, on t'emmène esclave en Alger. Mais le ciel me sera témoin que j'ai fait pour toi tout ce que j'ai pu, et que si tu manques à être racheté, il n'en faut accuser que le peu d'amitié d'un père! Attends, Scapin, je m'en vais quérir cette somme. Dépêchez-vous donc vite, monsieur, je tremble que l'heure ne sonne. N'est-ce pas 400 écus qu'il demande? Non, monsieur, 500 écus. 500 écus? Oui. Que diable allait-il faire à cette galère? Il est vrai, mais hâtez-vous! N'y avait-il point d'autres promenades? Vous avez raison, mais faites promptement! Ah, maudite galère! Cette galère lui tient à cœur. Tiens, Scapin! Je ne me souvenais pas que je viens justement de recevoir cette somme en or. Et je ne croyais pas qu'elle dût m'être sitôt ravie. Tiens, va-t'en racheter mon fils. Oh oui, monsieur. Mais dis à ce Turc que c'est un scélérat. Oui. Un infâme. Un homme sans foi. Fort bien. Un voleur. Et qu'il me tire mon argent contre toutes sortes de droits. Laissez-moi faire! Et que je ne le lui donne ni à la mort ni à la vie. Oui. Et que si je l'attrape, Oui. je saurai me venger de lui. Oui. Va-t'en acheter mon fils. Ah, oh là, monsieur! Où est donc cet argent? Ne te laisse point donner. Ah non, vraiment, hein. Vous l'avez remis dans votre poche. Monsieur. Oh, monsieur. Monsieur. Hop. Wow. Oh! C'est la douleur qui me trouble l'esprit. Mais je le vois bien. Que diable allait-il
faire dans cette galère? Petite galère! Traître de Turc à tous les diables! Il ne peut digérer les 500 écus que je lui arrache, mais il n'en est pas encore quitte envers moi. Et je veux qu'il me paye en une autre monnaie l'imposture qu'il m'a faite auprès de son fils. Eh bien, Scapin, as-tu réussi pour moi dans ton entreprise? Tu fais quelque chose pour tirer mon amour de la peine où il est? Tenez, voilà 200 pistoles que j'ai tirées de votre père. Oh, que tu me donnes de joie! Et pour vous, je n'ai pu faire rien. Il faut donc que j'aille mourir. Mais ouais. Je n'ai que faire de vivre si Zerbinette m'est ôté. Oh là, tout doucement, comme diantre, vous allez vite. Que veux-tu donc que je devienne? Allez. J'ai votre affaire ici. Oh, Scapin! Oh, Scapin, tu me redonnes la vie! Hop. À condition que vous me permettrez à moi une petite vengeance contre votre père pour le tour qu'il m'a joué. Tout ce qu'il te plaira. Vous me le promettez devant témoin? Oui. Tenez, voilà 500 écus. Allons-en promptement racheter celle que j'adore! Wouh! Oui, vos amants ont arrêté entre eux que vous fussiez ensemble. Et nous nous acquittons de l'ordre qu'ils nous ont donné. Un tel ordre n'a rien qu'il me soit fort agréable, et je reçois avec joie une compagne de la sorte. Et il ne tiendra pas à moi que l'amitié qui est entre les personnes que nous aimons ne se répande entre nous deux. J'accepte la proposition. Et ne suis point personne à reculer lorsqu'on m'attaque d'amitié. Et lorsque c'est d'amour qu'on vous attaque? Pour l'amour, c'est une autre chose. On y court un peu plus de risques. Et je n'y suis pas perdue. Vous l'êtes que je crois contre mon maître maintenant. Et ce qu'il vient de faire pour vous doit vous donner du cœur pour répondre comme il se doit à sa passion. Je ne m'y fie encore que de la bonne sorte. Et ce n'est pas assez pour m'assurer entièrement que ce qu'il vient de faire. J'ai l'humeur enjouée et sans cesse je ris. Mais, tout en riant, je suis sérieuse sur de certains chapitres. Et ton maître s'abusera s'il croit qu'il lui suffise de m'avoir acheté pour me voir tout à lui. Il doit lui en coûter autre chose que de l'argent. Et pour répondre à son amour de la manière qu'il souhaite, il me faut un don de sa foi qui soit assaisonné de certaines cérémonies qu'on trouve nécessaires. Mais c'est là aussi comme il l'entend. Et il ne prétend à vous qu'en tout bien et en tout honneur. Et je n'aurais pas été homme à me mêler de cette affaire s'il avait une autre pensée. C'est ce que j'aimerais croire puisque vous me le dites, mais du côté du père, j'y prévois des empêchements. Nous trouverons moyen d'accommoder les choses. La ressemblance de nos destins doit contribuer encore à faire naître notre amitié. Nous nous voyons toutes deux dans les mêmes alarmes, toutes deux exposées à la même infortune. Vous avez cet avantage au moins que vous savez de qui vous êtes nés et que l'appui de vos parents, que vous pouvez faire connaître, est capable d'ajuster tout pour assurer votre bonheur et faire donner un consentement au mariage qu'on trouve fait. Mais pour moi, je ne rencontre aucun secours dans ce que je puis être et l'on me voit dans un état qui n'adoucira pas les volontés d'un père qui ne regarde que le bien. Mais aussi avez-vous cet avantage que l'on ne tente point par un autre parti celui que vous aimez. Oh. Le changement du cœur d'un amant n'est pas ce qu'on peut le plus craindre. On se peut naturellement croire assez de mérite pour garder sa conquête. Et ce que je vois de plus redoutable dans ces sortes d'affaires, c'est la puissance paternelle, auprès de qui tout le mérite ne sert de rien. Hélas, pourquoi faut-il que de justes inclinations se trouvent traversées? La douce chose que d'aimer, lorsque l'on ne voit point d'obstacle à ces aimables chaînes dont deux cœurs se lient ensemble. Vous vous moquez. La tranquillité en amour est un calme désagréable. Un bonheur tout uni nous devient vite ennuyeux. Il faut du haut et du bas dans la vie. Et les difficultés qui se mêlent aux choses réveillent les ardeurs, augmentent les plaisirs. Mon Dieu, Scapin, fais-nous un peu ce récit qu'on m'a dit qui est si plaisant, du stratagème dont tu t'es avisé pour tirer de l'argent de ton vieillard avare. Tu sais qu'on ne perd point sa peine lorsqu'on me fait un compte et que je le paie
assez bien par la joie qu'on m'y voit prendre. Eh bien, voilà Sylvestre qui s'en acquittera aussi bien que moi. J'ai dans la tête certaines petites vengeances dont je vais goûter le plaisir. Pourquoi de gaieté de cœur vas-tu chercher à t'attirer de méchantes affaires? Je me plais à tenter des entreprises hasardeuses. Je te l'ai déjà dit. Tu quitterais le dessin que tu as si tu m'en voulais croire. Oui, mais c'est moi que j'en croirais. À quoi diable te vas-tu amuser? De quoi diable te mets-tu en peine? C'est que je vois que sans nécessité, tu vas courir risque de t'attirer une venue de coups de bâton. Eh bien, c'est au dépend de mon dos, et non pas du tien. Il est vrai que tu es maître de tes épaules, et tu en disposeras comme il te plaira. Ces sortes de périls ne m'ont jamais arrêté. Et je hais ces cœurs pusillanimes qui, pour trop prévoir les suites des choses, n'osent rien entreprendre. Nous aurons besoin de tes soins. Allez, je vous irai bientôt rejoindre. Et il ne sera pas dit qu'impunément, on m'ait mis en état de me trahir moi-même, ni de découvrir les secrets qu'il était bon qu'on ne sût pas. Escapin, comment va l'affaire de mon fils? Votre fils, monsieur, est en lieu de sûreté. Mais vous courez maintenant, vous, le péril le plus grand du monde. Et je voudrais pour beaucoup que vous fussiez dans votre logis. Comment donc? À l'heure que je parle, on vous cherche de toutes parts pour vous tuer. Moi? Et oui? Et qui? Le frère de cette personne qu'Octave a épousée. Il croit que le dessein que vous avez de mettre votre fille à la place de sa sœur est ce qui pousse le plus fort à faire rompre ce mariage. Et dans cette pensée, il a résolu hautement de décharger son désespoir sur vous et de vous ôter la vie pour venger son honneur. Tous ses amis, des gens d'épée comme lui, demandent de vos nouvelles et vous cherchent de tous les côtés. J'ai même vu de ça et de là des soldats de sa compagnie qui interrogent ce qu'ils trouvent et occupent par peloton les avenues de votre maison, de telle sorte que vous ne sauriez aller chez vous, que vous ne sauriez faire un pas ni à gauche, ni à droite, que vous ne tombiez dans leurs mains. Ah! Mais que ferais-je, Escapin? Je sais pas. Mais je tremble pour vous depuis les pieds jusqu'à la tête et voici une étrange affaire. Attention! Ah bah non, c'est rien. Personne. Escapin, ne saurais-tu trouver quelque moyen pour me tirer de peine? J'en imagine bien un. Mais je courrais risque, moi, de me faire assommer. Escapin, montre-toi, serviteur zélé. Ne m'abandonne pas, je te prie. Je le veux bien, j'ai une tendresse pour vous. Qui ne saurait souffrir que je vous laisse sans secours. Tu en seras récompensé. Oh. Comme il faut, je t'assure. Je te promets cet habit-ci. Oh. Et quand je l'aurai un peu usé. Attendez! Voici une affaire que je me suis trouvée fort à propos pour vous sauver. Il faut que vous vous mettiez dans ce sac. Attention! Ah bah non, c'est personne. Allez! Il faut, dis-je, que vous vous mettiez dans ce sac et que vous vous gardiez de remuer en aucune façon. Je vous chargerai sur mon dos comme un paquet de quelque chose, et je vous porterai ainsi, au travers de vos ennemis, jusque dans votre maison, où quand nous serons une fois, nous pourrons nous barricader et envoyer quérir main forte contre la violence. Et l'invention est bonne! La meilleure du monde, vous allez voir. Tu me paieras l'imposture. Hein? Non, je dis que vos ennemis seront bien attrapés. Allez, allez-y. Voilà, mettez-vous bien jusqu'au fond, hein? Et surtout, prenez garde de ne vous montrer point. Et de ne branler pas quelque chose qui puisse arriver. Laisse-moi faire, je saurai me tenir. Oh, cachez-vous! Voici un spadassin qui vous cherche! Cachez-vous! Comment? Je n'aurai pas l'avantage de tuer ces Gérontes. Et quelqu'un, par charité, ne m'enseignera pas où il est? Cachez-vous bien, monsieur. Par cas délice, je les trouverai. Se cache-t-il au centre de la terre? Ne branlez pas. Hey, l'homme au sac! Je te bague un louis et m'enseigne où pu être le seigneur Géronte. Vous cherchez le seigneur Géronte? Oui, mordi. Il les cherche. Et pour quelle affaire? Pour quelle affaire? Eh oui, je veux, par cas délice, le faire mourir sous les coups de bâton. Monsieur, les coups de bâton ne se donnent point à des gens comme lui. Ce n'est pas un homme à être traité de la sorte. Qui?
J'ai fat de Géronte. Ce maraud, ce bélître, monsieur. Le seigneur Géronte n'est ni fat, ni maraud, ni bélître, et vous devriez, s'il vous plaît, parler d'autre façon. Comment? Tu me traites à moi avec cette hauteur. Je défends comme il se doit un homme d'honneur que l'enfance. Dis-moi, est-ce que tu es des amis de ce Géronte? Oui, monsieur, j'en suis. À la bonne heure. Tu es de ses amis. Ah, tiens, voilà ce que je te baille pour lui. Ah, monsieur, non! Ah, non, monsieur! Ah, tout bon, monsieur! Ah, monsieur! Ah! Bah, porte-lui cela de ma part. Adiosas! Ah, monsieur! Monsieur! Ah, peste soit du Gascon! Je n'en peux plus. Ah, monsieur, je suis tout moulu. Et les épaules me font un mal épouvantable. Et que veux-tu dire? C'est sur les miennes qu'il a frappé. Un nenni, monsieur, c'est sur mes épaules qu'il frappait. Ah, j'ai bien senti les coups, et je les sens encore. Mais non, monsieur, ça n'a été que le bout du bâton qui est allé jusque sur vos épaules. Ah! Eh bien, tu devais te tenir retiré un peu pour m'épargner. Prenez garde! En voici un autre qui a la mine d'un étranger. Ah! Non. Parti! Moi, courir comme une parce que ne pouvez pas trouver des tous les jours du diable de Gironde. Cachez-vous bien, monsieur. Dites-moi un peu fume au ciel, s'il vous plaît. Vous pouvez savoir où le diable de Gironde que moi je cherche, hein? Vous cherchez le seigneur Géronte? Allez, dites-le-moi, fou, franchement. Moi, allez vouloir pas grandes choses à lui. L'être seulement pour lui donner une régale d'une douzaine de coups de baston sur le dos et 3 ou 4 coups d'épée au travers de son poitrine. Mais monsieur, je vous assure que je ne sais pas où il est. Il me semble pourtant y voir remettre quelque chose dans ce sac. Pardonnez-moi, monsieur. L'être assurément quelque histoire là-dedans. Point du tout, monsieur. Moi, avoir envie de donner un coup d'épée dans ce sac. Gardez-vous-en bien, monsieur. Montre-moi fou, c'est que c'est là-dedans. Tout beau, monsieur. Mais comment tout beau? Mais vous n'avez que faire de vouloir voir ce que je porte. Et moi, de le vouloir voir, moi, vous ne le verrez point. Ah, que des pattes d'amante. Montre-moi fou, te dis-je. Je n'en ferai rien. Toi, ne fais rien. Non, monsieur. Moi, pailler des stématons sur le dessus des épaules de toi. Mais je me moque de cela. Oh, oh, oh. À toi faire le ho, ho, ho. Toi faire le drôle. L'être là. Une petite leçon pour lui apprendre à toi à parler. Oh! Insolamente. Ah non, monsieur, non. Ah, monsieur. Ah non. Jusqu'au revoir. Oh, monsieur. Monsieur peste soit du baragouineux. Je suis roué. Je suis mort. Et pourquoi diable faut-il qu'il tape sur mes épaules? Après les gardes, voici une demi-douzaine de soldats tout ensemble. Allons, tâchons à trouver ce Géronte. Cherchons partout. N'épargnons point nos pas. Courons toute la ville, n'oublions aucun lieu, visitons tout, furetons de tous les côtés. Et par où irons-nous? Tournons par là. Non, par ici. À gauche. À droite, nenni. Si fait. Monsieur, ne bougez pas. Camarade, voici son valet. Allons, coquin. Il faut que tu nous enseignes. Où est ton maître? Eh, monsieur, doucement. Allons, parle. Dis-nous où il est. Attends-toi! Expédions. Dépêche. Vite. Tout. Messieurs, ne me maltraitez point.
Si tu ne nous enseignes pas tout à l'heure où est ton maître, nous allons faire pleuvoir sur toi une ondée de coups de bâton. J'aime mieux souffrir toute chose que de vous découvrir mon maître. Nous allons t'assommer. Faites ce qu'il vous plaira. Tu as envie d'être battu? Je ne trahirai point mon maître. Ah, eh ben écoute, dans ce cas, tu vas en tâter alors. Tiens, encore. Et voilà. Infâme, scélérat! C'est ainsi que tu m'assassines! Je veux prendre un peu l'air. Tu me les paieras, je te jure! La plaisante histoire. Et la bonne dupe que ce vieillard. Il n'y a rien de plaisant à cela et vous n'avez que faire d'en rire! Que voulez-vous dire, monsieur? Je veux dire que vous ne devez pas vous moquer de moi. De vous? Oui. Comment qu'ils sont à se moquer de vous? Pourquoi venez-vous ici me rire au nez? Ah, cela ne me regarde point. Et je ris toute seule d'un conte qu'on me vient de faire. Le plus plaisant qu'on puisse entendre. Je ne sais pas si c'est parce que je suis intéressée dans la chose. Mais je n'ai jamais trouvé rien de si drôle qu'un tour qui vient d'être joué par un fils à son père pour en attraper de l'argent. Par un fils à son père pour en attraper de l'argent! Pour pas que vous me pressiez, vous me trouverez assez disposée à vous dire l'affaire. Et j'ai une démangeaison naturelle à faire part des contes que je sais. Et je vous prie de me dire cette histoire. Je veux bien. Je ne risquerai pas grand-chose à vous la dire. Et c'est une aventure qui n'est pas pour être longtemps secrète. La destinée a voulu que je me trouvasse parmi une bande de ces personnes qu'on appelle égyptiens et qui, rôdant de province en province, se mêlent de dire la bonne fortune et quelquefois de beaucoup d'autres choses. En arrivant dans cette ville, un jeune homme me vit et conçut pour moi de l'amour. Dès ce moment, il s'attache à mes pas et le voilà d'abord. Comme tous les jeunes gens qui croient qu'il n'y a qu'à parler et qu'au moindre mot qu'ils nous disent, leurs affaires sont faites. Mais il trouva une fierté qui lui fit un peu corriger ses premières pensées. Il fit connaître sa passion aux gens qui me tenaient et il les trouva disposés à me laisser à lui moyennant quelques sommes. Mais le mal de l'affaire était que mon amant se trouvait dans l'état où l'on voit très souvent la plupart des fils de famille, c'est-à-dire qu'il était dénué d'argent. Et il a un père qui, quoique riche, est un avaricieux fiévé, le plus vilain homme du monde. Attendez. Oh, ne me saurais-je souvenir de son nom? Aïe, aidez-moi un peu. Ne pouvez-vous me nommer quelqu'un de cette ville qui soit connu pour être avare au dernier point? Non! Il y a son nom du rond. Ronde. Ronde. Non. Gérande, oui, Gérande, justement. Voilà mon village, je l'ai trouvé. C'est ce ladre-là que j'ai dit. Pour venir à notre compte, nos gens ont voulu aujourd'hui partir de cette ville. Et mon amant m'allait perdre, faute d'argent. Si, pour en tirer de son père, il n'avait trouvé de secours dans l'industrie d'un serviteur qu'il a. Pour le nom du serviteur, je le sais à merveille. Il s'appelle Scapin. C'est un homme incomparable et il mérite toutes les louanges qu'on peut donner. Coquin que tu es. Voici le stratagème dont il s'est servi pour attraper sa due. Ah, je ne saurais m'en souvenir. Que je ne ris de tout mon cœur. Il est allé chercher ce chien d'avare. Et lui a dit qu'en se promenant sur le port avec son fils,
une galère turque. On les avait invités d'entrer, qu'un jeune Turc leur y avait donné la collation. Et que tandis qu'ils mangeaient, on avait mis la galère en mer et que le Turc l'avait renvoyé, lui seul, à terre, dans un esquif. Avec ordre de dire au père de son maître qu'il emmenait son fils en Alger. S'il ne lui envoyait tout à l'heure 500 écus. Voilà mon ladre, mon vilain, nos de furieuses angoisses. Et la tendresse qu'il a pour son fils fait un combat étrange avec son avarice. Oh, 500 écus qu'on lui demande, sont justement 500 coups de poignard qu'on lui donne. Il ne peut se résoudre à attirer cette somme de ses entrailles. Et la peine qu'il souffre lui fait trouver 100 moyens ridicules pour avoir son fils. Il veut envoyer la justice en mer après la galère du Turc. Il sollicite son valet de s'aller offrir à tenir la place de son fils jusqu'à ce qu'il ait amassé l'argent qu'il n'a pas envie de donner. Il abandonne pour faire les 500 écus 4 ou 5 vieux habits qui n'en valent pas 30. Le valet lui fait comprendre à tout coup l'impertinence de ses propositions. Et chaque réflexion est douloureusement accompagnée d'un « Ah, avec un diable et tu perds cette galère! Ah, maudite galère! Traître de Turc! » Enfin, après plusieurs détours, après avoir longtemps gémi et soupiré, mais il me semble que vous ne riez point de mon compte. Qu'en dites-vous? Je dis que le jeune homme est un pandar, un insolent, qui sera puni par son père du tour qu'il lui a fait, et que l'égyptienne est une malavisée, une impertinente, de venir dire des injures à un homme d'honneur, qui saura lui apprendre à venir débaucher les enfants de famille, et que le valet est un scélérat, qui sera par Géronte envoyé au gibet avant qu'il soit demain. Où est-ce donc que vous vous échappez? Savez-vous bien que vous venez de parler là au père de votre amant? Je viens de m'en douter. Et je me suis adressée à lui-même sans y penser pour lui conter son histoire. Comment son histoire? Oui, j'étais toute remplie du conte et je brûlais de le redire. Mais qu'importe, tant pis pour lui, je ne vois pas que les choses pour nous en puissent être ni pis ni mieux. Ah, vous aviez grande envie de babiller. Et c'est avoir bien de la langue que de ne pouvoir se taire de ses propres affaires. N'aurait-il pas appris cela de quelque autre? Voilà, Sylvestre! Rentrez dans la maison. Voilà mon maître qui m'appelle. Vous vous êtes bien accordés, coquin! Vous vous êtes accordés! Scapin, vous et mon fils, pour me fourber! Et vous croyez que je l'endure? Ma foi, monsieur, si Scapin vous fourbe, je m'en lave les mains et vous assure que je n'y trempe en aucune façon. Nous verrons cette affaire, Pandare! Nous verrons cette affaire! Mais je ne prétends pas qu'on me fasse passer la plume par le bec! Ah, Seigneur Argante, vous me voyez accablé de disgrâce. Vous me voyez aussi, dans un accablement horrible! Ce pandard de Scapin, par une fourberie, m'a attrapé 500 écus. Le même Pandare de Scapin, par une fourberie aussi, m'a attrapé 200 pistoles! Mais il ne s'est pas contenté de m'attraper 500 écus. Il m'a traité d'une manière que j'ai honte de dire. Mais il me la paiera.
Je veux qu'il me fasse raison de la pièce qu'il m'a jouée. Je prétends faire de lui une vengeance exemplaire. Plaise au ciel que dans tout ceci, je n'ai point ma part. Mais savez-vous, Seigneur Argante, ce n'est pas encore tout. Un malheur nous est toujours l'avant-coureur d'un autre. Et je me réjouissais aujourd'hui de l'espérance d'avoir ma fille, dont je me faisais toute ma consolation, et je viens d'apprendre de mon homme qu'elle est partie il y a longtemps de Tarente, et qu'on y croit qu'elle a péri dans le vaisseau où elle s'embarqua. Mais pourquoi l'avoir tenue à Tarente? Et ne pas vous être donné la joie de l'avoir avec vous? Des raisons de famille m'ont jusqu'ici obligé à tenir secret ce second mariage. Oh, mais que vois-je? Te voilà, nourrice. Oh, Seigneur Pandore! Appelle-moi Géronte. Ne te sers plus de ce nom. Les raisons, c'est qui m'avaient obligé à le prendre parmi vous à Tarente. Hélas, que ce changement de nom nous a causé de troubles et d'inquiétudes dans les soins que nous avons pris de vous venir chercher ici. Où est ma fille et sa mère? Votre fille, monsieur, n'est pas loin d'ici. Mais avant que de vous la faire voir, il faut que je vous demande pardon de l'avoir mariée. Dans l'abandonnement ou faute de vous rencontrer, je me suis trouvée avec elle. Et ma fille mariée? Oui, monsieur. Et avec qui? Avec un jeune homme nommé Octave, fils d'un certain seigneur Argante. Oh! Quelle rencontre! Mène-nous promptement où elle est. Vous n'avez qu'à entrer dans ce logis. Passe devant. Suivez-moi. Suivez-moi, Seigneur Argante. Voilà une aventure qui est tout à fait surprenante. Eh bien, Sylvestre, que font nos gens? J'ai deux avis à te donner. L'un est que l'affaire d'Octave est accommodée. Notre Hyacinthe s'est trouvée la fille du seigneur Géronte, et le hasard a fait ce que la prudence des pères avait délibéré. L'autre avis, c'est que les deux vieillards font contre toi des menaces épouvantables, et surtout le seigneur Géronte. Cela n'est rien. Les menaces ne m'ont jamais fait de mal, et ce ne sont que des nuées qui passent bien loin sur nos têtes. Prends garde à toi. Les fils se pourraient raccommoder avec les pères, et toi demeurer dans la nasse. Laisse-moi faire, je trouverai moyen d'apaiser leur courroux. Retire-toi, les voilà qui viennent. Allons. Venez chez moi. Ma joie aurait été parfaite si j'avais pu voir votre mère avec vous. Ah, voici Octave, tout à propos. Venez, mon fils. Venez vous réjouir avec nous de l'heureuse aventure de votre mariage. Le ciel... Non, mon père! Toutes vos propositions de mariage ne serviront de rien. Je dois lever le masque avec vous et l'on vous a dit mon engagement. Oui. Mais tu ne sais pas... Je sais tout ce qu'il faut savoir. Je veux dire... La fille du seigneur Géronte. La fille du seigneur Géronte ne me sera jamais de rien. C'est elle. Non, monsieur, je vous demande pardon, mes résolutions sont prises. Écoutez, Tais-toi, je n'écoute rien. Ta femme! Non, mon père, vous dis-je. Je mourrai plutôt que de quitter mon aimable Hyacinthe. Vous avez beau faire. La voilà, c'est là qui, ma foi, est engagée. Je l'aimerai toute ma vie et je ne veux point d'autre femme. C'est elle qu'on te donne en mariage. Quel diable détourdi qui suit toujours sa pointe. Mais oui, Octave, voilà mon père que j'ai trouvé. Et nous nous voyons hors de peine. Allons chez moi. Nous serons mieux qu'ici pour nous entretenir. Ah, mon père, je vous demande par grâce que je ne sois point séparée de l'aimable personne que vous voyez. Elle a un mérite qui vous fera concevoir de l'estime pour elle quand il sera connu de vous. Tu veux que je tienne chez moi une jeune personne qui est aimée de ton frère et qui m'a dit tantôt au nez 1000 sottises de moi-même. Messieurs, je vous prie de m'excuser. Je n'aurais pas parlé de la sorte si j'avais su que c'était vous. Et je ne vous connaissais que de réputation. Comment que de réputation? La passion que mon frère a pour elle n'a rien de criminel et je réponds de sa vertu. Voilà qui est fort bien. Ne voudrait-on point que je mariasse mon fils avec elle? Une fille qui, inconnue, fait le métier de coureuse. Mon père, ne vous plaignez point que j'aime une inconnue sans naissance et sans bien. Ceux de qui je l'ai rachetée viennent de me découvrir qu'elle est de cette ville et de notre famille, que ce sont eux qui l'y ont dérobée à l'âge de 4 ans. Et voici un bracelet qu'ils m'ont donné qui pourra nous aider à trouver ses parents.
Mais, hélas, avoir ce bracelet, mais c'est ma fille que je perdis à l'âge que vous dites. Votre fille? Ah oui, ce l'est. Et j'en vois tous les traits qui m'en peuvent rendre assuré. Que d'aventure extraordinaire! Ah, messieurs! Il vient d'arriver un accident étrange. Mais quoi? Le pauvre Scapin. Mais c'est un coquin que je veux pendre. Hélas, monsieur, vous ne serez point en peine de cela. En marchant le long d'un bâtiment, il lui est tombé sur la tête un marteau de tailleur de pierre qui lui a brisé l'os et découvert toute la cervelle. Il se meurt. Et il a prié qu'on l'amenât ici pour vous pouvoir parler avant que de mourir. Où est-il? Le voilà qui vient. Vous me voyez? Vous me voyez? Dans un étrange état. Mais je n'ai pas voulu mourir avant de venir demander pardon à toutes les personnes que je puis avoir offensées. Avant que de rendre mon dernier soupir, je vous conjure de tout mon cœur de bien vouloir me pardonner tout ce que je vous puis avoir fait. Et principalement le seigneur Argan et le seigneur Géronte. Pour moi, je te pardonne. Va, meurs en repos. Mais c'est vous, seigneur Géronte, que j'ai le plus offensé par ces coups de bâton. Ne parle pas davantage, je te pardonne aussi. Ça a été une témérité bien grande à moi que ces coups de bâton. Laissons cela. J'ai une douleur inconcevable de tous ces coups de bâton. Mon Dieu, tais-toi. Oh, les malheureux coups de bâton. Tais-toi, te dis-je, j'oublie tout. Hélas, monsieur, quelle bonté. Mais est-ce de bon cœur que vous me pardonnez ces coups de bâton? Oui, ne parle pas davantage. Et je te pardonne aussi. Et voilà qui est fait. Ah, je me sens tout soulagé, moi, depuis cette parole. Je te pardonne à la charge que tu mourras. Comment, monsieur? Et je me dédie de ma parole si tu réchappes. Voilà, mes faiblesses qui me reprennent. Seigneur Géronte, en faveur de notre joie, il faut lui pardonner. Sans condition. Et soit. Allons souper ensemble, pour mieux goûter notre plaisir. Et moi, qu'on me porte au bout de la table en attendant que je meure. Oh,